Comment les athlètes font-ils pour se doper aux Jeux Olympiques? Business Insider vient juste de poster une vidéo avec Victor Conti, qui était l'un des personnages principaux dans l'un des plus grands scandales de l'histoire du dopage dans le sport, l'affaire Balco qui a touché le sport américain au printemps 2003. Bonjour et bienvenue sur Fitness Logique, je m'appelle Nevin, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France et sur cette chaîne, je t'aide à comprendre comment ton corps fonctionne réellement pour t'aider à atteindre tes objectifs le plus rapidement possible. Donc si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Pour ceux qui ne connaissent pas Victor Conti, c'est un nutritionniste sportif et fondateur de Balco qui était un laboratoire américain spécialisé dans le sport pour détecter des insuffisances au niveau micronutriments pour des sportifs de haut niveau. Et c'est ce laboratoire qui a fait polémique dans les années 2000, en particulier avec Marion Jones, parce que en plus du côté nutrition et micronutriments, il y avait toute une dimension produits dopants et substances permettant une amélioration des performances qui étaient illégales et sur lesquelles Victor Conti travaillait aussi pour permettre à ses athlètes américains d'atteindre leurs meilleures performances. Il a d'ailleurs écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle L'affaire Balco, que j'ai adoré et que je vous recommande très fortement si vous êtes passionné par le sport et l'utilisation des substances dopantes. Il explique vraiment tout ce qu'il a fait et j'ai trouvé ce livre vraiment passionnant. Alors Victor Conti, il n'était pas seulement investi dans les produits dopants. À la base, c'était vraiment quelqu'un de passionné par le sport. C'est d'ailleurs lui qui a créé le ZMA que vous devez tous connaître, zinc, magnésium, aspartate. Il avait créé ça sous la marque de ses compléments alimentaires qui s'appelait Snack à l'époque et qui était extrêmement connu. Il y avait plein d'athlètes qui le mettaient en avant. Il y avait tout un côté sponsoring, etc. Et vous pouvez acheter aujourd'hui encore du ZMA pratiquement chez tous les distributeurs de compléments alimentaires. Parce qu'à l'époque, en fait, il avait fait pas mal de recherches. C'est quelqu'un qui était très investi dans le sport et la nutrition. Et il s'était rendu compte que effectivement souvent les sportifs manquaient de zinc et de magnésium. C'est d'ailleurs un point sur lequel on rentre en détail dans notre formation Bayesian France. Donc si tu veux connaître justement tout le côté micronutrition, tout ce qui te permet d'améliorer tes performances et d'être en bonne santé sur le long terme, clique juste en dessous, tu pourras avoir plus d'informations ainsi que le sommaire entier de la formation. Notre première session démarre en septembre prochain et si tu veux un avant-goût, tu peux aussi t'inscrire à notre newsletter juste en dessous. Ce que j'ai trouvé très bien dans son livre et dans cette vidéo de Business Insider, c'est qu'il met vraiment en lumière la complexité et la réalité du dopage actuel. Et ça nous invite à réfléchir sur les enjeux des tests antidopage en général et l'évolution du sport et de l'équité dans le sport. Alors pour comprendre comment les athlètes se dopent aujourd'hui, et je suis désolé de dire ça si parmi vous il y en a qui pensent que tous les athlètes olympiques sont clean, vous allez voir que c'est pas forcément le cas. Je pense qu'il est intéressant de voir comment il le faisait lui à l'époque, donc dans les années 2000, parce que ce qui était possible avant n'est pas forcément possible aujourd'hui, parce qu'en fait c'est toujours un jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que potentiellement les gens qui se dopent ont de l'avance sur les détections antidopage et que le contrôle antidopage rattrape les personnes qui se dopent petit à petit. On a eu d'ailleurs l'exemple plusieurs fois avec par exemple les Jeux Olympiques de Londres, où les 6 premiers en haltérophile en moins de 93 sont tombés 4 ou 8 ans après les Jeux Olympiques de Londres parce qu'ils ont fait des tests de dopage rétroactifs sur les échantillons B des athlètes de l'époque, qui a révélé de l'utilisation de produits dopants sur les 6 premiers. Donc le mec qui a été élu champion olympique était en 7e place à l'époque, donc c'est vraiment une situation catastrophique parce qu'il y en a qui perdent leur médaille, mais le mec qui a fini 7e il y a 8 ans, en termes de réjouissement de gagner aujourd'hui, ça représente pratiquement plus rien. Donc on va voir comment il se dopait à l'époque. Ce qui a fait connaître Victor Conti, c'était la mise en place et la distribution d'un stéroïde qu'il appelait The Clear, qui est du THG. Donc me demandez pas le nom, je crois que c'est tétrahydrogestrirone, bref, un stéroïde de synthèse. Et en fait, c'était ce qu'on appelle sans doute le premier designer stéroïde. En fait, Victor Conti, il a toujours été passionné par le corps humain, la performance. Quand il a compris que beaucoup d'athlètes de haut niveau se doper, il s'est dit je vais regarder ça en détail, je vais essayer de m'informer, de me rapprocher des personnes qui se dopent pour essayer d'en apprendre le plus possible. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est intéressé au bodybuilding parce que c'était pratiquement une des seules disciplines sportives où tout le monde savait que les athlètes de plus haut niveau se dopaient et c'était plus ou moins admis et accepté. Donc du coup, il s'est vraiment intéressé au bodybuilding, il s'est rapproché de pas mal de personnes dans le milieu du bodybuilding. Je pense entre autres à Milos Sarcev qui était un bodybuilder extrêmement connu et qui est encore connu d'ailleurs comme coach, et en particulier un individu qui s'appelait Patrick Arnold. Patrick Arnold, c'était un chimiste et un bodybuilder. Illégalement à son travail, ce qu'il explique dans le livre, il essayait de créer
créer des nouveaux stéroïdes à partir de stéroïdes existants. Alors pourquoi ça a son intérêt? Parce qu'en fait, un contrôle antidopage, il faut comprendre comment ça marche. Quand une agence antidopage prend des urines ou prend du sang et fait une analyse, ils essayent de trouver quelque chose. Mais en fait, ils cherchent quelque chose qu'ils connaissent. Par exemple, de la testostérone, du DK, du mastérone, de l'éclupose, etc. Des substances qui sont connues et qui sont soit des stéroïdes que vous retrouvez naturellement dans le corps humain, soit des stéroïdes qui ont été créés par l'industrie pharmaceutique pour différentes raisons au cours de l'histoire. Mais vous ne pouvez pas trouver ce que vous cherchez pas si vous ne le connaissez pas et si vous ne connaissez pas la molécule que vous cherchez en fait. Et en gros, Patrick Arnold, c'est qu'il a inventé une nouvelle molécule que personne ne connaissait, donc qui ne pouvait pas être détectée parce que les agences antidopage n'en avaient pas conscience, ne le connaissaient pas et ne savaient pas qu'ils pouvaient le trouver dans le sang. Donc en fait, le jeu de Patrick Arnold, c'était de créer des designers stéroïdes, des stéroïdes de synthèse nouveaux qui amélioraient la performance, mais qui avaient une forme moléculaire différente que ce qui était connu à l'époque. Et c'est ça toute la beauté de The Clear, du THG. En fait, le nom du stéroïde vient du fait que en fait, il était indétectable. Et c'était toute la beauté de cette substance-là à l'époque pour les athlètes. Donc en gros, ils pouvaient en prendre autant qu'ils voulaient d'une certaine manière, faire un test antidopage et y passer sans problème alors qu'ils étaient dopés. Donc ça, c'était quelque chose qui était possible à l'époque avec ce stéroïde, qui n'est plus possible aujourd'hui parce que c'est une substance connue. Si vous voulez en savoir plus, lisez le livre, c'est super intéressant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres substances potentiellement inconnues qui améliorent la performance aujourd'hui que les athlètes olympiques pourraient utiliser s'ils ont de l'avance ou s'ils travaillent avec des chimistes qui mettent en place des nouvelles molécules. Ça, c'est une réalité. Parce qu'encore une fois, les agences antidopage ne peuvent pas trouver une molécule qu'ils ne connaissent pas. Que quand on cherche quelque chose, il faut mettre en place un test spécifique pour trouver cette chose que vous recherchez. C'est la même chose pour une prise de sang. Parfois, un labo peut trouver certaines informations, mais parfois, ils sont obligés de demander à un autre labo pour trouver quelque chose d'autre parce qu'ils ne sont pas spécialisés là-dedans, dans ce test-là spécifique. L'autre type de dopage qu'on voyait beaucoup à l'époque, c'était l'hormone de croissance. Parce que pendant très longtemps, on ne savait pas comment détecter l'hormone de croissance. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible via des tests sanguins, mais pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. Ça fait moins d'une dizaine d'années qu'on est capable de détecter l'utilisation d'hormones de croissance par des tests sanguins. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup. Il y a eu pas mal de polémiques là-dedans dans les années 80, 90. D'ailleurs, le record du monde féminin de 100 mètres n'a pas bougé depuis la fin des années 80. Et il y a des grosses suspicions sur le fait que cette athlète, Jo Flo, était une utilisatrice d'hormones de croissance et potentiellement d'autres substances qui amélioraient sa performance. Dans cette vidéo de Business Insider, on comprend bien que l'utilisation de substances dopantes est généralisée au très haut niveau et qu'en fait, c'est la mentalité de si quelqu'un d'autre le fait, je vais le faire aussi parce que je veux être le meilleur du monde. Et ça, c'est quelque chose qui est largement compréhensible quand on a sacrifié potentiellement toute sa vie pour être à son meilleur niveau et qu'on est à ça d'être le meilleur. C'est un peu une décision entre les forces du bien et le côté obscur, sauf qu'on sait qu'on ne pourra pas être au meilleur si on ne va pas vers le côté obscur. Une autre substance qui était pas mal utilisée, c'était l'EPO, donc l'érythropoïétine, qui est un médicament qui est utilisé par les athlètes pour améliorer leur endurance et leur résistance via l'augmentation de globules rouges. Et ça permet aux athlètes de performer à des intensités plus hautes plus longtemps. Et ça aussi, c'est détectable, mais ça n'empêche pas le microdosing, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des grosses injections, on peut faire des plus petites injections et augmenter son niveau de globules rouges dans des fourchettes qui sont raisonnables ou naturelles entre guillemets. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons qu'ils ont instauré le passeport dopage, c'est-à-dire que vous avez des tests inopinés toute l'année dans la plupart des pays, on va en parler un petit peu tout à l'heure, qui empêchent les athlètes d'utiliser des substances dopantes en dehors des périodes de compétition. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Du coup, il y avait tout un jeu en fait de timing et des utilisations hors compétition où en fait les athlètes allaient faire un hors-saison où ils allaient utiliser des stéroïdes ou toutes les substances dopantes inimaginables pendant leur hors-saison là où ils n'étaient pas testés et ensuite ils faisaient en sorte d'être clean lors des tests et lors des compétitions en fait. Et quand on connaît bien les substances, c'est tout à fait possible. Chaque substance a une demi-vie dans le corps et du coup on sait que si on arrête l'utilisation d'une substance à T0, on sait que potentiellement à T plus 3 mois, il n'y aura plus rien dans le système pour les molécules avec une demi-vie les plus longues. Mais il y en a une semaine après, voire quelques heures après, c'est plus le cas. Ensuite, vous avez aussi vu le documentaire Icarus sur Netflix qui montre le côté contournement des contrôles antidopage avec le scandale avec la Russie à Sochi. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont possibles et qui étaient largement plus possibles à l'époque. Et du coup, il y avait plein d'idées de comment ne pas faire en sorte que l'athlète soit testé. En plus de tout ça, à l'époque, il y avait aussi beaucoup d'agents masquants qui n'étaient pas testés. Donc quand vous prenez certaines substances, ça camouflait les autres substances. Donc maintenant, c'est quelque chose que les agences antidopage testent. Donc vous pouvez voir qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile de se doper et que du coup, aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont été mises en place pour justement limiter la facilité dans le dopage. La question qui persiste, c'est est-ce que du coup, c'est impossible de se doper aujourd'hui? Et moi, c'est ça que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui, sur le fait qu'il existe encore plein de contournements possibles et de dopage possibles et je vais vous les donner. Premièrement, il y a un truc dont j'ai pas parlé par rapport au fait de comment les athlètes se dopaient
avant et qui est encore valable aujourd'hui, la réalité c'est que les plus grandes organisations du monde ne veulent pas d'une certaine manière que vous pensiez que les athlètes soient dopés. Parce que si tout le monde pense que les athlètes sont dopés, ça perd un prestige énorme au niveau des compétitions, etc. Donc que ça soit les Jeux Olympiques, les championnats du monde, etc., la plupart des disciplines sportives de haut niveau, ces organisations veulent que vous pensiez que les athlètes soient clean, que ça soit équitable pour tout le monde et que ça soit la beauté du sport. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien que ce soit pour Marion Jones à l'époque ou plein d'athlètes avec des scandales qui sortent à droite à gauche, il y a souvent des athlètes qui se font contrôler positifs et les organisations leur proposent des deals. Exactement ce que fait la police quand ils chopent un dealer. En gros, ils leur proposent, ok, on va pas dire au public que tu es dopé et on va étouffer l'affaire d'une certaine manière, mais en contrepartie, tu nous dis comment tu te dopais, avec quoi tu te dopais et si tu connais d'autres personnes qui se dopent. Parce que si vous vous souvenez quand je parlais du THG, le clear, qu'on pouvait pas trouver dans les tests antidopage, bah justement, si quelqu'un se fait attraper pour une raison ou une autre et qu'elle donne des informations sur potentiellement des substances qui sont indétectables, ça permet d'améliorer les tests antidopage. Donc la réalité, c'est qu'il y a plein d'athlètes qui se font contrôler et qui se font couvrir par les agences et qui aident les agences justement à développer des meilleurs tests antidopage contre en fait que le scandale va pas éclater. Ça, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Quand je dis organisation, c'est soit les organisations olympiques, soit parfois les organisations d'un propre pays, comme ça a été le cas pour la Russie ou comme c'est le cas par exemple pour la Jamaïque. La Jamaïque n'accepte pas de contrôle inopiné, ils n'ont pas de suivi des passeports sur le hors-saison de leurs athlètes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi les substances qui sont utilisées, qui sont soit pas détectables, parce qu'on ne sait pas comment mettre en place des tests qui nous permettent de détecter ces substances, ou qui ne sont pas connues. Je pense que vous avez peut-être entendu parler de la polémique des visages violés des nageuses américaines récemment. Alors évidemment, quand on leur pose des questions, c'est « Ah bah c'est une performance maximum, c'est de l'hypoxie, c'est le bassin d'eau, il est un petit peu plus froid, etc. » Bizarrement, on le voit sur les athlètes américaines, mais on le voit pas sur d'autres athlètes de la même ethnicité par exemple. Parce que c'était quelque chose qui était mis en avant, c'était « Non mais c'est parce qu'elle est asiatique, c'est comme ça qu'elle réagit, etc. » Mais bizarrement, elle réagissait pas comme ça tout au long de sa carrière et d'autres personnes qui lui ressemblent ne réagissent pas de la même manière non plus. La réalité, c'est que je pense qu'il y a une augmentation de l'utilisation de l'ITPP, qui est une substance qui améliore la performance. En fait, c'est une substance qui déplace la courbe de dissociation de l'oxygène et de l'hémoglobine vers la droite et qui augmente du coup la libération d'oxygène du sang dans les tissus. Et ça, pour les athlètes d'endurance en piscine, bah, ça peut être carrément quelque chose d'extrêmement bénéfique. Et actuellement, c'est une substance qu'on ne sait pas détecter via des tests antidopage, donc potentiellement les gens peuvent l'utiliser librement. Pour revenir à l'augmentation des globules rouges avec l'EPO, il y a quelque chose d'autre qui avait fait vachement polémique lors des Tours de France, etc. C'était la transfusion sanguine. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas détectable, à moins d'avoir deux contrôles à deux moments rapprochés et qu'il y ait une transfusion sanguine entre les deux. Parce que ça serait difficile d'expliquer en fait une augmentation des globules rouges comme ça aussi rapidement. Mais en gros, ce que les athlètes ils font, c'est qu'ils augmentent leur niveau de globules rouges en hors saison, avec par exemple de l'exposition à l'altitude ou via de l'EPO. Ils viennent extraire leur sang qui est frais, ils le gardent comme ça, et quand ils ont un gros coup de fatigue, par exemple sur le Tour de France ou des épreuves d'endurance, etc., et leur taux de globules rouges descend, ils se font une transfusion sanguine avec leur propre sang et ça améliore tous leurs marqueurs et ils se sentent beaucoup plus frais. La plupart des athlètes qui en parlent, ils disent que c'est incroyable, on a l'impression d'être reposé de fou et c'est ce que Lance Armstrong faisait beaucoup lors du Tour de France. Le livre de Tyler Hamilton est super intéressant, je vous conseille de le lire également. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas détectable sauf quand les athlètes se trompent, qu'ils injectent le sang qui n'est pas le leur et là c'est problématique. Un autre type de dopage qui n'est pas détecté, c'est le dopage génétique où on vient potentiellement manipuler les gènes d'un athlète pour améliorer ses performances. Ça c'est quelque chose qui fait beaucoup parler en ce moment où il y a peu d'informations, mais je pense que ça sera sans doute le futur du dopage sportif. Un autre truc dont on parle pas, c'est les exemptions thérapeutiques. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont des exemptions thérapeutiques. Par exemple, il y a beaucoup d'athlètes qui sont asthmatiques et du coup qui ont le droit de prendre de la ventoline ou plutôt la molécule le salbutamol qui est ce qu'on retrouve dans la ventoline et qui améliore les performances. Potentiellement, il y a d'autres substances qui aident légèrement la performance et qui sont autorisées quand on a une prescription d'un docteur pour le prendre et que c'est présenté comme tel. Du coup, est-ce que c'est du dopage ou pas du dopage ? À vous de décider. Comme je vous l'ai dit, une des plus grosses différences, ça va être la fréquence des tests sur les athlètes et le timing des tests, en particulier sur le hors-saison où l'athlète va vraiment essayer d'améliorer ses performances et se préparer pour les grandes compétitions. Et ça, c'est quelque chose qui sera très difficile à égaliser entre les pays parce que c'est toute une question de politique et du coup, ça dépend pas seulement des agences antidopage. S'il y a d'autres trucs auxquels j'ai pas pensé, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et dites-moi si vous pensez justement que tous les athlètes olympiques sont clean.
chaîne. Je pense que c'est une discussion très intéressante. Il y a d'ailleurs une organisation qui a proposé de créer des Jeux olympiques entre guillemets secondaires sans test où les athlètes pourraient faire ce qu'ils veulent. Je ferai sans doute une vidéo d'ailleurs sur mon avis par rapport au dopage en général, quel est son impact et quel est le côté éthique et ma vision par rapport à ça. Si vous voulez que je le fasse, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce genre. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!